Mesdames, Messieurs, bonsoir. Réunion en ce moment même au sein de la PJ, tous les policiers de haut niveau convoqués après un nouvel attentat en plein Paris, le 6e en une semaine. Une explosion tout à l'heure donc dans le 6e arrondissement, dans un café, le Pub Saint-Germain, 2 jeunes femmes de nationalité espagnole légèrement blessées. Un attentat presque aussitôt revendiqué par le groupe Orly, c'est-à-dire cette organisation arménienne qui avait déjà signé l'attentat de mardi soir, place Saint-Michel. Tout de suite les faits avec François Cornet. L'engin explosif de puissance moyenne avait été placé dans les toilettes, au premier étage de l'établissement. Au moment de l'explosion, vers 17h45, il y avait une centaine de clients à l'intérieur du pub et 50 employés, mais seules une dizaine de personnes se trouvaient à l'étage. C'est la raison pour laquelle cet attentat n'a fait que 2 blessés. Le nombre des victimes aurait été beaucoup plus important si le pain de plastique avait été déposé au rez-de-chaussée. Nous continuerons nos attentats contre les intérêts français, a déclaré le correspondant anonyme, affirmant parler au nom de l'organisation arménienne Orly. Ce soir, en effet, tous les responsables de la police judiciaire se sont réunis à Paris. Cette convocation des patrons de la PJ fait suite au 6e attentat perpétré dans la même semaine dans la capitale, 2 contre des établissements liés à Israël, 2 revendiqués par le groupe Orly, place Saint-Michel et au Pub Saint-Germain, 1 contre un ancien domicile de Régis Debray, conseiller du président Mitterrand, et l'assassinat du numéro 2 de l'OLP à Paris. Oui, des attentats plusieurs fois évoqués lors de la discussion à l'Assemblée de l'abrogation de sécurité et liberté. Aux petites aubes de la matinée, cette Assemblée a donc adopté le projet de loi gouvernemental qui abroge ou modifie en partie la loi sécurité et liberté. On ne peut toutefois pas considérer le texte comme définitif puisqu'il doit passer au Sénat à l'automne, mais même si les sénateurs décident d'y toucher profondément, de toute façon il doit revenir devant les députés. Paul Lefebvre nous explique maintenant ce qui est désormais transformé dans le dispositif législatif. Sur 97 articles que contenait la loi sécurité et liberté, 25 ont été modifiés, dont 10 profondément. Mais les chiffres ne disent pas tout. Par exemple, que l'esprit de la loi sécurité et liberté a été gommé, que néanmoins le texte garde toutes les mesures votées en faveur des victimes, et elles étaient importantes, et qu'enfin à ce texte va venir s'ajouter à l'automne toute une série de réformes du code pénal pour en faire un code plus adapté à notre société moderne. 4 grandes dispositions sont à retenir. Premièrement, le retour à une plus libre appréciation des juges en matière de sanctions, pour accorder ou refuser les circonstances atténuantes, pour accorder ou refuser le sursis simple ou la mise à l'épreuve, pour dégager les juges d'instruction de la tutelle des présidents de chambre d'accusation, enfin pour redonner la plénitude de ses pouvoirs aux juges d'application des peines. Deuxième disposition, la peine de substitution, c'est-à-dire la possibilité pour un tribunal d'échanger les jours de prison contre des jours de travail non payés en faveur de collectivités qui manquent de moyens. Cette mesure n'intéresse que les petits délinquants primaires condamnés à moins de 4 mois de prison. Objectif, ils coûteront moins cher à la société et risqueront beaucoup moins la contagion criminogène de la prison. À l'étranger, les expériences semblables démontrent qu'un condamné seulement sur 10 récidive, au lieu de 5 actuellement en France après leur premier passage en prison. Troisième disposition, les contrôles d'identité. Qu'ils soient d'origine judiciaire ou administrative, ils sont maintenus dans la loi. Ce qui change pour le citoyen dans la rue, c'est la procédure. Si vous refusez de montrer vos papiers, ou si vous n'en avez pas, ou si la police l'estime nécessaire, vous pouvez être emmené au commissariat. Là, vous devez être présenté à un officier de police judiciaire qui avertit le procureur de la République et qui vous donne le moyen de prévenir votre famille. La police ne peut vous retenir plus de 4 heures, sauf décision particulière du procureur de la République. De toute manière, un procès-verbal doit être établi mentionnant toutes les circonstances de l'interpellation. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne signez pas et vous pouvez expliquer pourquoi au procureur. C'est un ensemble nouveau de garanties du citoyen qui n'est pas forcément un suspect. Enfin, 4e disposition, la procédure d'urgence, qu'on appelait auparavant la procédure de flagrant délit. Elle ne peut être appliquée qu'aux délits de petite et moyenne délinquance, valant, entre guillemets, moins de 5 ans de prison et constatée immédiatement. 2 novations essentielles, la présence de l'avocat tout de suite et le droit d'être jugé dans les 2 mois qui viennent. Texte forcément rébarbatif, compliqué, ignoré par la majorité des Français, comme le reste du droit d'ailleurs, la loi sécurité et liberté était devenue rapidement, vous vous en êtes rendu compte, un symbole d'affrontement politique, dans un sens comme dans l'autre, une machine de guerre électorale. Cette loi a surtout raté une chose,
d'être l'occasion d'une véritable réflexion sur les droits de l'individu, coupable ou innocent, face à la société. L'ensemble de la réforme du Code pénal, qui va s'étaler sur 1 an, est une nouvelle occasion, en fait, d'écarter les passions et les jugements hâtifs pour rechercher de vraies solutions aux problèmes compliqués de la délinquance et de la criminalité dans une société comme la nôtre, ni pire ni meilleure que celle qui l'accompagne ou celles qui l'ont précédée. Une journée de repos pour les députés, mais dès lundi, la loi électorale pour les municipales. Simone Veil, frappée par l'inquiétude, l'énervement et la fébrilité des Français. C'est dû, explique-t-elle dans le journal du dimanche, au sentiment qu'ils ont de ne pas être gouvernés. L'ancien ministre de la Santé estime par ailleurs qu'en matière de dépenses de santé, on ressort aujourd'hui les mêmes vieilles recettes. Le Conseil des ministres des 10 à Bruxelles consacrait au problème de l'acier. Les pays de la CE veulent poursuivre le dialogue avec Washington, malgré la dégradation du climat. Ils ont donc choisi la poursuite des négociations globales communautaires avec les États-Unis. Christian Marimono. C'est un petit peu un dialogue de sourds, car en adoptant cette attitude, les Européens veulent sauvegarder leur sidérurgie. Les Européens sont favorables à la réduction de 10% des exportations à destination des États-Unis, en échange d'une suppression totale ou partielle des droits compensateurs sur les aciers spéciaux français, allemands ou italiens. Les Américains veulent taxer, ce sont ces droits compensateurs, veulent donc taxer nos aciers de 16 à 43% pour protéger les activités des hauts fourneaux américains. Car, disent-ils, nos aciéries ne fonctionnent qu'à 40% de leurs possibilités et 100 000 travailleurs se trouvent au chômage. Les Américains souhaitent donc une autolimitation européenne à 4,5 millions de tonnes par an. Les Européens répondent, pas question de descendre en dessous de 6 millions de tonnes. La France, les Européens ne céderont pas. La France notamment, qui a décidé récemment une réduction des faits d'emploi de plusieurs milliers de personnes, ce qui a provoqué des manifestations, souvenez-vous, à Denain, à Chières et à Pompey. Les négociations donc se poursuivent, vous l'avez dit, mais les positions se durcissent et le contexte politique est peu favorable aux concessions côté européen. En tout cas, ces exportations seraient bien utiles pour combler en partie le déficit du commerce extérieur français. Déficit record ce mois-ci, 13 milliards, 4 fois plus qu'au mois de mai. On n'avait pas vu ça depuis mai 68. On va, pour l'ensemble de l'année, vers un déficit de 85 ou 90 milliards de francs. Jean-Claude Renaud. À l'origine de ce déficit record, il y a une dégradation qui gagne presque tous les secteurs. D'abord ceux où la France est traditionnellement faible. C'est l'énergie. En juin, le pétrole nous a coûté 3,2 milliards de plus que les mois précédents. La flambée du dollar, conjuguée avec la dévaluation du franc, en est bien sûr la cause. Il est vrai qu'avec un billet vert à 7 francs environ, tout ce que nous payons en dollars a augmenté. De plus, début juin, les entreprises ont anticipé sur la dévaluation et ont constitué des stocks de matières premières importées, ce qui a évidemment alourdi la facture. C'est ensuite l'électronique grand public et l'électroménager. Le déficit provoqué par les importations de téléviseurs, de magnétoscopes, de machines à laver ou de réfrigérateurs est passé de 3 à 5 milliards de francs entre le premier semestre 81 et le premier semestre de cette année. Voilà pour les secteurs traditionnellement faibles, mais, et c'est plus préoccupant, la situation se dégrade aussi dans des secteurs où tout allait relativement bien. Premier exemple, les automobiles. Nous en vendons plus que nous n'en achetons, mais l'excédent a considérablement chuté. Entre le premier semestre de 81 et le premier semestre de cette année, il est passé de 14 à 11 milliards de francs. Et la détérioration s'accentue, puisqu'en juin, nous avons presque importé autant d'automobiles que nous n'en avons exporté. Deuxième exemple, l'agroalimentaire. C'est un secteur qui nous rapporte des devises et que le gouvernement considère comme prioritaire. Eh bien là aussi, l'excédent a diminué. Il est passé de 12 à 8 milliards. En conclusion, les 43 milliards de francs de déficit pour les 6 premiers mois de cette année sont à comparer avec les 52 milliards pour l'ensemble de 81. C'est un déficit inquiétant, largement dû à la non-compétitivité des produits français. Plus que jamais donc, il est impérieux de réduire le taux d'inflation afin que les produits made in France ne soient pas systématiquement plus chers que les autres. À l'instant, j'apprends une prise d'otage à Paris, prise d'otage après un hold-up contre un magasin de fourrure rue des Renaudes à Paris. 3 malfaiteurs sont partis avec le directeur de ce magasin et fuient en ce moment dans les rues de Paris. Une nouvelle manifestation silencieuse ce matin sur les lieux de l'attentat commis hier contre la personne de Faldani.
Quelques 200 personnes se sont recueillies dans le silence, rue du Dessous des Berges, à l'appel de l'association France-Palestine. Un drapeau palestinien et puis cette banderole que vous avez vue, halte au terrorisme israélien. Je vous rappelle que l'ambassade d'Israël a formellement protesté contre cette accusation, émise hier sur notre antenne par Ibrahim Sous. L'enquête ce soir n'a pas progressé, les pistes restent multiples pour les policiers. De nouveaux raids israéliens aujourd'hui au Liban sur la plaine de la Beka. Tout d'abord, j'apprends qu'un fantôme de Jérusalem a été abattu. L'aviation israélienne s'en prend à des batteries de missiles syriennes actuellement dans la plaine de la Beka. Et puis également sur ces images, vous voyez des bombardements sur Beyrouth, sur la capitale, sur ces mêmes quartiers de Beyrouth-Ouest où se trouvent toujours concentrés les Palestiniens. Le Liban s'est tout à l'heure opposé à un transfert de ses combattants dans le nord du pays. Le Premier ministre libanais souhaite qu'ils soient transférés hors du Liban. La Syrie, par ailleurs, a fait savoir qu'elle riposterait par des coups surprenants, je cite, et par diverses armes à toute nouvelle violation du cessez-le-feu. Alors à Beyrouth, malgré les bombardements, la vie continue presque comme si de rien n'était. Patricia Coste a même été frappée par la manière de génie qu'ont les Libanais à se ravitailler malgré le blocus officiel. Sur le front de mer de Beyrouth-Ouest, un plongeur. Dans son dos, il y a les vedettes israéliennes qui tiennent le blocus et sont là pour bombarder la ville. Au-dessus du plongeur, les grands hôtels de luxe criblés d'obus. On n'a pas le droit de les filmer, ces hôtels sont devenus les bases avant des défenseurs de Beyrouth. Comme le plongeur, elle profite de la trêve près de la piscine vide, sans faire de pronostic. Au centre-ville, c'est le souk, un gigantesque marché. Les commerçants de la périphérie ont transporté leur stock dans les rues principales. Les vitrines sont sur les trottoirs. D'où venez-vous, monsieur? C'est la deuxième fois que j'ai quitté mon magasin. La première fois à la côté de Senelfil. Et la deuxième fois, Shara Hamad. C'est dans le sud de Beyrouth. Oui. Tout s'achète et se vend, mais sans précipitation. Ils ont tout le siège devant eux. Et l'on impressionne les cessez-le-feu qui passent sur les t-shirts. Mieux, certains font de l'exportation. Cette voiture va passer le blocus vers l'extérieur pour vendre sa cargaison au sud Liban, où, dit-on, les prix sont plus intéressants. Tout passe en contrebande ou avec l'accord des Israéliens qui desserrent de temps en temps, sous diverses pressions, le blocus. Tout passe, mais au compte-gouttes. Comme l'essence, ce petit revendeur ramène du dehors avec son père sa cargaison de jerrycan dans une voiture 2 fois par jour. Tout s'écoule, les Beyrouthins ont encore de l'argent, quant aux Palestiniens, leur organisation leur en verse. Tout s'écoule, sauf les ordures. Les services municipaux sont à but non lucratif. Explication plus sérieuse, le mazout, lui, fait encore défaut. Enfin, la nuit. Un abattoir a été improvisé dans l'une des grandes rues du centre. Un abattoir sauvage, sans contrôle sanitaire. Les animaux viennent par camion du sud. C'est le plus important boucher de Beyrouth qui a eu cette idée. Une nouvelle offensive iranienne repoussée vivement, viennent d'annoncer les Irakiens. Les Iraniens, eux, ont accepté le principe d'une médiation algérienne dans le conflit. Autre guerre oubliée, en tout cas autre escarmouche dont on ne parle guère, entre la Somalie et l'Éthiopie. Les Somaliens ont fait savoir que les Américains leur avaient envoyé une aide militaire d'urgence. Washington confirme à l'instant. Pologne, une véritable ruée sur les téléphones depuis le rétablissement des communications avec l'étranger, mais très souvent une même réponse, au bout du fil, occupé. L'hebdomadaire officiel du parti a par ailleurs reconnu qu'un supporter sur 2 pendant le mondial avait profité de son voyage en Espagne pour choisir la liberté. Mais un certain nombre d'entre eux devraient rentrer après avoir prolongé leurs vacances, ajoute Politica. Londres, enfin, avec ce scandale qui est en train de gonfler. La police de la capitale est en accusation après les explosions terroristes et surtout les étranges révélations sur les coulisses de Buckingham. Bernard Marie. À première vue, rien n'a vraiment changé au palais de Buckingham qui demeure le monument londonien le plus couru par les touristes de juillet. Rien, sauf peut-être un détail.
parmi ces visiteurs agglutinés devant les grilles du palais dans l'espoir d'apercevoir les célèbres bonnets à poils, on ne parle que d'une chose, de ce que l'on appelle maintenant l'affaire de l'intrus de Buckingham. Une histoire qui fait le bonheur et la fortune des journaux populaires qui se livrent une véritable guerre, les révélations succédant aux confidences et les confidences aux détails les plus inattendus. John, c'est votre journal qui a été le premier à sortir l'affaire. Comment avez-vous obtenu cette information? C'était notre reporter Norman Luck qui était chez lui le samedi matin. Il était en train de creuser dans le jardin et un contact de la police, un ami, a téléphoné en disant « J'ai quelque chose de très important de vous raconter. Est-ce que vous pourrez me rencontrer dans le pub ?» Alors Norman est allé au pub et puis tout a commencé là. Le type a raconté toute cette histoire incroyable. Est-ce que vous pensez que cette affaire valait qu'on fasse autant de bruit autour? Oui, je crois que vraiment ça pose des questions très importantes. Tout d'abord parce que nous sommes très préoccupés, n'est-ce pas, nous tous, avec les problèmes de sécurité. Et ce qu'on dit ici est vraiment, si la reine ne peut pas dormir, se coucher tranquillement ici dans le palais, quel espoir pour les femmes britanniques, tout d'abord. Ne vous y trompez pas, c'est tout à fait sérieux. Les retombées politiques du scandale n'en sont qu'à leur début et le cabinet s'est spécialement réuni pour déterminer les responsabilités, deux hommes étant dans le collimateur, le ministre de l'Intérieur et le chef de Scotland Yard. On reproche à leur service d'avoir été tout à la fois incompétents et négligents et d'avoir eu recours pour la protection de la reine à des mesures de sécurité vieillottes. On leur reproche surtout d'avoir été incapables de réagir lors de l'intrusion de Michael Fagan dans la chambre de la souveraine. Il faut dire à leur décharge qu'il n'est pas facile de protéger une propriété disposant d'une centaine de pièces et située au cœur d'un parc immense. C'est pourtant un problème auquel on s'attache aujourd'hui avec beaucoup de zèle. Ingénieurs et spécialistes de la protection sont maintenant à pied d'œuvre avec toute leur panoplie de gadgets électroniques. Après leur passage, on espère que le palais sera enfin impénétrable. Reste le cas de Michael Fagan, le visiteur de la reine. C'est un doudingue, semble-t-il, qui n'aurait jamais dû parvenir jusqu'à la chambre à coucher de la souveraine pour lui faire la conversation. Eh bien, et ce n'est pas le moindre paradoxe de cette affaire, Michael Fagan ne sera pas poursuivi pour son intrusion. Ainsi, on a jugé le parquet, estimant qu'il n'avait jamais eu d'intention criminelle envers la reine. Le seul délit retenu en définitive contre lui, il aurait volé une demi-bouteille de vin lors d'une de ses précédentes visites nocturnes au palais de Buckingham. Un larcin évalué à quelques 3 livres quand même, et pour lequel il doit maintenant répondre devant la justice. Tout aurait donc dû logiquement se terminer avec la comparution de l'intrus devant ses juges. C'était compté sans un rebondissement de dernière minute dans la plus grande tradition des scandales britanniques. C'est le détective privé de la reine qui est cette fois mis en cause. Il entretenait depuis plusieurs années des relations homosexuelles avec un prostitué. De la vie générale, ce sont des fréquentations incompatibles avec sa fonction. Le commandant Trestrel était pourtant très apprécié de la reine et on pouvait le voir à ses côtés en toutes occasions. Sa démission dans une affaire de mœurs qui n'a qu'un lointain rapport avec l'intrus de Buckingham ne va sans doute pas clarifier une situation embrouillée à l'envi. En attendant, les services de sécurité redoublent de vigilance pour éviter que l'escalade des murs d'enceinte de Buckingham Palace ne devienne un nouveau sport national en Grande-Bretagne. Nous restons en Angleterre pour examiner les conséquences très importantes de la décision prise par la Commission baleinière internationale la nuit dernière à Brighton. On peut en effet considérer que la chasse à la baleine est désormais pratiquement condamnée partout dans le monde. En effet, à l'issue de la saison 85-86, la chasse s'arrêtera pour au moins 5 ans. C'est ce que l'on appelle un moratoire. Belle victoire pour tous ceux donc qui se battent depuis longtemps contre ces pratiques. Didier Régnier. Cette fois, c'est fait. On ne chassera plus les baleines. À une écrasante majorité, la Commission baleinière internationale, réunie à Brighton, a décidé de suspendre la chasse à la baleine dès 1985 et pour une durée de 5 ans. Ce moratoire, voté pour assurer la survie des baleines, sera réexaminé en 1990. Mais selon les participants à la conférence, il ne devrait pas être remis en cause. Cette interdiction de la chasse à la baleine a été accueillie avec des hurlements de joie par les écologistes et surtout par le mouvement Greenpeace qui se bat sur mer depuis plus de 10 ans pour empêcher la disparition de l'espèce. Ce moratoire arrive à point. Il était plus que temps, c'était cette année ou jamais, mais ça va. Je veux dire, il y a de nombreuses espèces
qui sont déjà de toute manière disparues, qui ont déjà disparu, comme la baleine bleue, la baleine à bosse, et celles-ci ont beaucoup de mal à se repeupler. Mais les espèces qui vont être protégées avec la décision d'hier, telles que le cachalot, le rorqual commun, les petits rorquals, eux auront la chance et le temps de pouvoir se repeupler, ou en tout cas de survivre. Les baleines pourront survivre, mais à une seule condition. Il faut que les pays chasseurs, Japon et URSS en tête, respectent la décision de la commission baleinière dès 1985. Mais la baleine nourrit du monde, beaucoup de monde. D'ores et déjà, le gouvernement et les industries japonaises ont fait savoir qu'ils envisageraient des mesures de réplique à cette décision, qu'ils étaient prêts aussi à négocier avec le gouvernement américain pour sauver l'industrie baleinière qui emploie au Japon plus de 50 000 personnes. Bref, qu'ils étaient prêts à tout, sauf à s'arrêter de chasser. Autre solution, les Japonais peuvent se retirer de la commission ou plus simplement ne pas en respecter la décision, ce qui est tout à fait possible. On le voit, le résultat obtenu reste fragile et contesté. Seule l'opinion internationale peut dissuader les pays chasseurs de violer le moratoire. Eh bien, nous parlions du Japon, le Japon où des pluies catastrophiques ont provoqué la mort de 120 personnes dans le sud du pays. Et vous allez voir, les images que nous avons reçues aujourd'hui sont très impressionnantes. Les pluies diluviennes continuent de s'abattre sur Nagasaki et sur le nord-ouest de l'île de Kyushu. Les opérations de sauvetage sont gênées par les torrents de boue, les routes sont coupées, l'électricité absente et le trafic ferroviaire paralysé. De plus, les inondations isolent de nombreux villages, les maisons sont détruites par les glissements de terrain, rendant d'autant plus dangereuses les activités des sauveteurs. Le bilan est lourd, plus de 120 morts. En outre, selon la police, plus de 200 personnes sont portées disparues et 130 sont ensevelies sous la boue. Le gouvernement a mis en place des centres d'urgence pour aider les milliers de personnes actuellement en difficulté. Les secours sont rendus difficiles en raison d'une météo exécrable. Les pluies d'ailleurs devraient s'étendre au sud-ouest et au centre du Japon. Inondation, vous voyez au Japon, sécheresse en France, le département de l'Aveyron vient d'être à son tour déclaré zone sinistrée. Le Tour de France, eh bien, c'est la fin, ou presque, arrivé demain sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, l'étape Sens-Aulnay-sous-Bois a été gagnée par le Belge Willems devant l'Irlandais Kelly et un petit groupe de coureurs détachés. Le peloton était à 43 secondes. Bernard Hinault, bien sûr, toujours maillot jaune. Voici donc l'arrivée de Willems qui se détache devant Kelly. Voilà, mais ce qui frappe dans cette fin de tour, c'est la relative indifférence, chez les journalistes en tout cas, que provoque désormais la grande boucle. Alors est-ce la faute du mondial? N'y a-t-il pas aussi quelques formules à revoir? Voyons tout ça avec Pierre Salvac. Est-ce que vous avez d'abord constaté cette baisse de popularité? Je dirais que c'est vrai que, vu de Paris, le Tour, incontestablement, paraît moins intéressant. Je crois que ça tient surtout au fait que la France, bon chic, bon genre, préfère se montrer à Roland-Garros plutôt que sur les routes de France, question de mode. Alors, qu'en est-il sur le terrain, allez-vous me dire? Je dois reconnaître effectivement qu'au cours des 2 premières semaines du Tour de France, le Tour a suscité moins de curiosité que d'habitude. Je vois 2 explications à cela. Évidemment, la concurrence du mondial dont vous venez de parler, et sans doute au fait de la multiplication des transferts. Vous savez qu'on a plutôt traversé la France à saute-mouton cette année. En TGV, en avion, de oui, partout, et les Français s'accommodent très mal de cette formule. Ils préfèrent le ville-à-ville traditionnel. Bref, ils préfèrent le Tour rétro, et on y reviendra sans doute dès l'année prochaine. Mais cela étant dit, je voudrais dire aussi que au cours de la dernière semaine que nous venons de vivre, principalement dans la traversée des Alpes, le Tour de France a retrouvé son public, et curieusement d'ailleurs, ce public était en majorité composé de touristes hollandais et belges, ce qui me conduit à dire aujourd'hui que le Tour de France, malgré tous les reproches qu'on peut lui faire, reste une excellente vitrine, d'abord parce qu'en faisant venir des étrangers, il attire des devises en France, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite parce que, en 2 circonstances, des Français mécontents de leur sort se sont servis de la notoriété du Tour de France pour faire passer leur message. À Denain, par exemple, où les ouvriers d'usineurs menacés de chômage n'ont pas hésité à couper la route
barrer la route du Tour de France, provoquant ainsi l'annulation d'une étape. C'est la première fois qu'on a vu ça dans l'histoire du Tour. Et puis dans les Alpes aussi, où des agriculteurs, inquiets de l'avenir de l'agriculture de haute montagne, se sont offerts le luxe de retarder pendant une demi-heure les coureurs au cours d'une étape qui nous conduisait à l'Alpe d'Huez. Oui, alors le Tour, c'était déjà un immense placard publicitaire, ça va devenir une banderole politique ou syndicale, on va voir. Est-ce qu'il n'y a pas un peu la faute d'Hinault aussi, Hinault qui est trop fort, puis qui contrôle tout surtout. Ah, Hinault, oui. Hinault au centre de toutes les polémiques, vous voulez dire. Moi, je crois qu'il y a aussi une part, effectivement, de responsabilité de Bernard Hinault. Mais c'est sans doute parce qu'il n'a pas d'adversaire. Si vous vous souvenez, Anquetil, il avait Poulidor contre lui. Eddy Merckx, il avait Thévenet et Ocaña. Bernard Hinault n'a pas d'adversaire. Et pour résumer cette situation, je vous citerai un exemple. Il vient de Marc Durand, vous savez, un de ces obscurs du peloton, qui dit, pour traduire bien la supériorité de Bernard Hinault, quand il passe, les blés sont encore verts, et quand nous, les laissés pour compte du peloton du Tour de France, nous arrivons, la moisson est déjà rentrée. Oui, Marc Durand, je l'ai entendu tout à l'heure, et vous l'entendrez dans Stade 2, vous verrez, c'est une interview qui vaut la peine d'être écoutée. Ça va changer un petit peu l'année prochaine quand même, il y aura des modifications dans la formule. Oui, d'après Félix Lévitan, l'organisateur du Tour de France, le Tour restera en France, dans les limites de l'Hexagone, et il y aura beaucoup moins de transferts, peut-être un seul, le dernier, celui de la remontée vers Paris comme aujourd'hui, que nous avons fait d'ailleurs en TGV. En automobile, eh bien, le Grand Prix de France se présente bien pour nos couleurs. Sur la grille de départ, en première ligne, les deux Renault de René Arnoux et d'Alain Prost. Et puis sur la deuxième ligne, la Ferrari de Pironi. Pironi qui est toujours en tête du championnat du monde des conducteurs. La légende veut que tous ceux qui ont gagné le Grand Prix de France ont ensuite gagné dans l'année le championnat du monde. Tous sauf Ronnie Peterson. Depuis que l'épreuve se court au Castellet, c'est-à-dire depuis 11 ans, aucun pilote français ne l'a remporté. Les pronostics de Pierrette Bresse maintenant, si vous voulez avoir un petit peu d'argent pour la fin de semaine, il faut jouer le 14, le 15, l'As, le 12, le 11, le 3, le 7 et le 4. J'espère que vous avez pris bonne note. 14, 5, As, 12, 11, 3, 7 et 4. Gardez vos crayons pour noter les prévisions d'Alain Juppétret pour le temps de demain. Oui, vous ouvrez vos yeux, parce que demain il y aura davantage d'éclaircies. Ce ne sera pas de refus si on regarde la photo satellite de la météo nationale de Météosat 2, prise de 36 000 km d'altitude, parce que alors aujourd'hui, vous voyez la France entourée en rouge, des nuages où n'y en avait-il pas? Eh bien simplement ici, là, sur les rivages de la Méditerranée, et en Corse, partout ailleurs, beaucoup de blanc, donc beaucoup de nuages. Je vous fais remarquer en passant qu'il faisait très beau en Norvège, qu'il faisait très beau en Suède, et qu'il faisait également très beau au Portugal, en Espagne, et bien entendu, tout en Afrique du Nord et en Sicile. Alors pour demain, la carte, ça nous donne quoi? Eh bien ça nous donne une persistance de beau temps sur la Méditerranée grâce à un Mistral et une tramontane modérée. Persistance également d'orages et d'averses orageuses sur les Vosges, le Jura, le Morvan, un petit bout du Massif central, le Lyonnais, le nord des Alpes, la Savoie, Haute-Savoie. Ces orages se décaleront très lentement vers l'Europe centrale. Persistance de brumes et de nuages bas très nombreux le matin sur tout le reste de la France, mais, et c'est là la différence, davantage d'éclaircies qu'aujourd'hui, donc on devrait voir le soleil, et j'espère qu'il y en aura pour l'arrivée du Tour de France et le sacre de Bernard Hinault. Les températures pour demain, compte tenu de ces éclaircies, en principe on doit gagner 1 ou 2 degrés par-ci par-là, ça reste quand même très frais, minimum 18 degrés à Cherbourg, maximum 29 degrés à Bastia, c'est toujours très agréable sur la Méditerranée, mais la moyenne ce n'est plus 20-21 degrés, c'est plutôt 21 à 22 degrés. J'enjambe mon fil pour vous dire que demain c'est le dimanche 25 juillet. Notez les heures du lever et du coucher de soleil avec 2 minutes en moins pour demain. Lever 6h16, coucher 21h38. C'est la Saint-Jacques qui est le patron des pharmaciens et c'est également la Saint-Christophe qui est le patron des voyageurs. Alors si vous rentrez de vacances ou si vous partez en vacances, touchez-en un mot à Saint-Christophe et puis suivez les conseils de Bison Futé pour plus de sécurité. Voilà, je vous rappelle les 3 grands titres de la journée. D'abord, ce nouvel attentat en plein Paris, revendiqué par les Arméniens du groupe Orly, 2 blessés et une réunion de l'état-major de la PJ en ce moment même. La loi sécurité et liberté abrogée à l'Assemblée nationale. Et puis le déficit record du commerce extérieur, 13 milliards de déficit, c'est un résultat inquiétant. Tout cela sera commenté par Jean-Louis Le Seine dans le dernier journal à 23h15 et vous aurez le plaisir de retrouver Bernard Langlois à 12h45 demain et moi-même si vous le voulez à 20h. Bonne soirée à tous.